Le ciel bleu des dernières semaines devrait laisser en majorité place à la grisaille et à beaucoup de pluie, alors qu'Environnement Canada annonce des nuages et des averses parfois assez fortes pour au moins les 10 jours à venir. Et d'ici la fin octobre, les températures prévues seront un peu au-dessus des normales saisonnières, ce qui fait que le gel ne devant pas se pointer, la neige attendra encore un peu. Heureusement, le temps peut-être d'attendre la pause ou l'achat de vos pneus d'hiver. Non, je convoite pas la job de Colette ou de Miss Météo, mais je devais vous en glisser un mot, je pense, parce que c'est aussi dans l'actualité régionale, l'avenue de l'hiver, et oui, déjà, l'importance de la pluie, vous en convenez aussi, pour prévenir la sécheresse dans nos bois et nos terres, pour soutenir la protection environnementale et le niveau de nos lacs et livrets et rivières, abreuver nos bêtes et vous soutenir en agriculture qui n'a pas besoin de davantage d'explications. Mesdames, Messieurs, les gars, les filles, je vous parle ici aux plus jeunes. Salut! Bienvenue aux Infos Témis, ici à l'antenne de TVC9 et TV Témis. Voici les nouvelles qui retiennent notre attention cette semaine. Merci d'y être intéressé. En manchette, Québec investit dans la lutte à la criminalité. Les femmes témiscaminennes marchent à Québec. Mais on entame ce bulletin avec un appel à toute votre attention lors de vos déplacements au Témiscamingue. Le ministère des Transports du Québec et ses ouvriers qui remplacent encore un ponceau. Un ponceau, oui, d'ici le 24 octobre, cette fois à La Tulipe et Gaboury. Il y a fermeture et détour. Ça se passe sur le chemin de Moffett-La Tulipe, environ 867 mètres au sud des 5e et 6e rangs est et du chemin du Lac-Mort, à la hauteur du cours d'eau Gilbert. L'entrave annoncée indique la fermeture en tout temps du chemin de Moffett-La Tulipe entre la route 382, le 7e et 8e rang est et le 5e et 6e rang est, chemin du Lac-Mort, sauf pour la circulation locale jusqu'à la hauteur des travaux. Il y a détour par la route 382, les 7e et 8e rangs est, la rue du Carrefour Nord, la montée du 5e et 6e rang, le 5e et 6e rang est et le chemin du Lac-Mort. Les travaux qui peuvent être modifiés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de la météo. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Plus d'infos concernant les entraves liées aux charges et dimensions, c'est sur le Québec 5A1. Parlons d'élections municipales. Il y a plus de femmes et plus de candidats à Québec qui saluent l'engagement des candidats et candidates aux élections municipales 2025. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, qui dit bonjour en engagement des 12 610 personnes qui ont posé leur candidature à un poste au sein d'une municipalité locale aux élections 2025. Chiffre qui témoignerait de l'attachement de plusieurs milliers de Québécois à leur milieu de vie et de leur volonté de s'y investir. Selon les données préliminaires par rapport à l'élection de 2021, 444 personnes de plus ont choisi de faire le saut en politique municipale. Québec constate que la hausse du nombre de femmes candidates se poursuit. 4 555 à avoir choisi de s'impliquer pour faire valoir leurs idées à contribuer à rendre les conseils municipaux plus représentatifs de l'ensemble de la population. Ça correspond à 36,1% des candidatures comparativement à 35,5% il y a 4 ans. Parmi les 87 MRC du Québec, 21 élisent leur préfet au suffrage universel. 44 personnes ont décidé de relever le défi et de poser leur candidature dans ces MRC. 4 560 ont été élus sans opposition dans les municipalités locales et 6 ont été dans les MRC. La proportion en baisse de 8,2% par rapport à 2021. C'est une tendance encourageante pour la démocratie locale. Parmi les 4 560 élus sans opposition, 564 au poste de maire, 3 996 au poste de conseiller. La proportion des postes pour
revenu sans opposition cette année est de 57,8 %. Elle était de 62,7 % en 2021. Et comme une quarantaine d'autres élus sur 62 postes en Abitibi-Témiscamingue, le nouveau maire de Notre-Dame-du-Nord, Michel Vaillant, qui est assermenté et en poste pour 4 ans à la tête de la municipalité témiscamienne, étant seul en lice pour le poste, il a été choisi par acclamation. C'est aussi le cas d'Alain Gauthier à Témiscamingue et de Sébastien Lebel à Ville-Marie. 4 maires restent à combler au Témis, à Belleterre, Fuggerville, Zéchebien, Kipawa et Lorrainville. Les élections, on vous le rappelle, c'est le 2 novembre. Il y a vote par anticipation le 26 octobre. M. Vaillant, qui a voulu exprimer sa joie et partager ses intentions avec nous. Du côté de Notre-Dame-du-Nord, mon programme est une des choses que j'ai mis en place depuis mon arrivée en tant que maire suppléant auparavant et maire maintenant, c'est de faire plusieurs activités, de petites activités, mais d'en faire de façon régulière. Alors, plutôt que de faire un énorme événement une fois dans l'année, comme on avait auparavant avec le rodéo du camion, aujourd'hui, on mise plus sur la proximité, sur la rencontre et de faire en sorte que de façon régulière, on ait ce genre d'activité. On s'organise aussi pour que ce soit gratuit et la plus belle chose, en fait, qui peut arriver, c'est qu'il y a une urne qui est mise à l'entrée et les gens donnent des contributions volontaires. Et ces contributions volontaires servent justement à aider les plus démunis, à aider à payer des articles scolaires, des articles sportifs pour les familles qui en ont besoin, pour les jeunes qui en ont besoin, d'organiser d'autres activités et aussi de fournir des bourses d'études à des étudiants qui s'impliquent de façon bénévole dans la communauté. Alors, vraiment, ça, c'est un des beaux défis et une de mes marques de commerce, je pourrais dire, ce côté social, culturel. Et puis après, naturellement, va découler des politiques économiques, des politiques de logement social qui vont faire en sorte que Notre-Dame-du-Nord va prendre une place toujours plus grande au sein du Témiscamingue. Et on va continuer justement à faire ce genre d'activité dans les semaines et dans les mois à venir. Alors, il y aura de façon régulière à Notre-Dame-du-Nord et tout le Témiscamingue, incluant le nord, l'est témiscamien aussi du côté ontarien. On est très heureux d'accueillir tous ces gens ici à Notre-Dame-du-Nord. D'ailleurs, notons la tenue d'un débat le 25 octobre. C'est un samedi dans le cadre du choix d'un nouveau préfet en remplacement de Mme Claire Bolduc. Une soirée présentée sur CKVM et animée par Guy Champoux et votre humble serviteur. Cette soirée sera précédée d'une rencontre des candidats le 23 octobre, jeudi 19h à Notre-Dame-du-Nord. Maintenant, parlons d'agriculture et d'agri-solutions. Les productrices et producteurs agricoles du Québec qui voient le projet climat prolongé jusqu'en 2028. L'annonce qui marque le succès de ce projet majeur lancé par l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, et coordonné par le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, le CDAQ. Mis sur pied en 2022, le projet entre dans une nouvelle phase grâce à un financement de 38 millions accordé par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat, Fonds d'action à la ferme pour le climat en adoptant des pratiques de gestion bénéfiques et en posant des gestes concrets qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la santé des sols. Les entreprises agricoles qui peuvent bénéficier d'un soutien financier pouvant atteindre 100 000 $ d'ici 2028. Et afin de mener une lutte plus forte et plus ciblée contre la criminalité au Québec, une priorité pour le gouvernement, il y a le ministre de la Sécurité publique qui est responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits et ministre responsable du Nord du Québec, Yann Lafrenière, qui annonce la mise sur pied du nouveau programme québécois de lutte contre la criminalité. Il servira à appuyer directement les organisations qui agissent quotidiennement sur le terrain
terrain auprès des personnes vulnérables, des victimes et de celles à risque de s'engager dans un parcours délinquant. Le programme doté d'une enveloppe globale de 139,4 millions de dollars sur 5 ans doit permettre aux organismes d'intervenir plus rapidement dans les milieux concernés et se déclinera en 3 volets. Soutenir des organisations communautaires œuvrant en prévention de la criminalité et contre l'exploitation sexuelle des mineurs, développer de nouvelles approches ou des méthodes d'intervention pour faire face à l'évolution des phénomènes criminels et sociaux et déployer rapidement des actions concrètes en réponse à des enjeux prioritaires en matière de lutte contre le crime, autant en prévention qu'en répression. Il y a un appel de candidature pour les volets 1 et 2 maintenant, et les organisations qui ont jusqu'au 18 novembre pour soumettre leur candidature. L'implication des agentes et agents du poste de la Sûreté du Québec de Témiscamingue est récompensée. Le président du Club des Lions de Témiscamingue, Régis Bérubé, qui a remis le 7 octobre une plaque soulignant sa reconnaissance au service de police. Policiers qui sont habitués d'avoir des plaques, les patrouilleuses et patrouilleurs qui, année après année, participent à des activités de bienfaisance dans la communauté. Elles incluent les paniers de Noël pour les gens nécessiteux, le service d'ordre pour la parade de Noël, la parade du jour du souvenir ou leur participation au match de hockey, des œuvres de charité, les opposants aux commerçants des villes du secteur. Sur l'image, le sergent Jean-François Barry, responsable du poste de Témiscamingue, qui reçoit la plaque commémorative des mains de M. Bérubé. Et le corps policier national tenait une cérémonie qui commémorait le 100e anniversaire du tout premier détachement de la SQ en Abitibi-Témiscamingue. Ça se passait le 17 septembre à Rouyn-Noranda. Un engagement exceptionnel mis en évidence par la direction de l'organisation qui aussi exprimait sa reconnaissance. Était aussi commémoré l'embauche il y a 50 ans de la première policière au Québec. L'importance de ces jalons qui étaient soulignés par la présence d'invités d'honneur, d'anciens commandants, la directrice générale et les directeurs généraux adjoints. Ils ont notamment eu l'occasion de découvrir la vitrine patrimoniale conçue spécialement pour le centenaire, le point culminant d'une année riche en célébrations en Abitibi et au Témiscamingue. Et le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales qui lance « On ne protège pas les femmes à moitié », une mobilisation portée par une 50aine de maisons d'aide et d'hébergement, réclamant un financement structurant et pérenne pour ces organismes qui sauvent des vies. Malgré les cris du cœur répétés, l'explosion de la demande d'aide, les taux de refus alarmants et les 31 féminicides, si c'est pas plus, conjugaux, survenus entre 2023 et maintenant. Le gouvernement qui bouge pas. Chaque année, plus de 8000 femmes et enfants qui sont hébergés dans les maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales à travers la province. Et une demande sur 2 sont encore refusées. Samedi 18 octobre, les travailleurs du Témiscamingue qui prennent part, elles aussi, à la Marche mondiale des femmes 2025. Ça se passe à Québec. Elles marchent pour que leur voix, leur lutte et leur solidarité continuent de se faire entendre. Elles répètent que trop souvent, les femmes vivant de la précarité ou de la marginalisation se retrouvent dans des situations où leurs besoins essentiels sont exploités. Elles refusent que la survie soit confondue avec le consentement. Elle réclame une société où chaque femme a accès aux ressources nécessaires pour vivre, pas pour survivre, et où leur corps ne devient jamais le prix de la survie pour les participants. Briser le silence qui demande du courage. Leurs traumatismes sont souvent ignorés. Elles doivent sans cesse se justifier, revivre et prouver leur souffrance dans un système qui les remet en doute plutôt que des souvenirs.
Et il y a le Pilier qui va présenter le court-métrage La réalité d'un TCC réalisé par Maxime Dupuis, un cinéaste de Val-d'Or. Ça va se passer au Rift et c'est offert gratuitement. Un film qui raconte l'histoire d'une personne atteinte d'un traumatisme crânien qui doit s'adapter à sa nouvelle réalité. C'est sensible comme œuvre et authentique. Plusieurs vont se reconnaître puisque ce sont des membres du Pilier, l'Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue qui y participe. Le traumatisme crânio-cérébral qui provoque généralement un changement soudain de l'état de conscience dont la gravité et la durée sont variables, des changements qui peuvent aller d'une confusion minime à un coma profond. C'est important de se rappeler que chaque personne traumatisée crânienne est unique et que les séquelles résiduelles peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. De plus, certaines séquelles sont dites visibles, d'autres invisibles, chacune pouvant entraîner un lot de préjugés. Et il y a Chaîne de vie qui est fier de présenter le défi Chaîne de vie, un événement annuel qui met en lumière sa mission, l'éducation. Ça se tient les 17, 18, 19 octobre dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Lors de ce défi, des centaines de personnes doivent gravir simultanément une quinzaine de montagnes dans la province, célébrant la vie et rappelant toute l'importance de soutenir l'éducation au don d'organes et de tissus en milieu scolaire. Cette année, l'événement rend hommage aux enseignantes et enseignants. Chaîne de vie qui est un premier maillon de la grande chaîne du don et porteur d'espoir pour toutes les personnes en attente d'une greffe. Grâce à leur enseignement et à leur engagement, des milliers de jeunes de 15 à 17 ans réfléchissent annuellement au sujet du don d'organes et de tissus et choisissent de façon éclairée pour passer à l'action, devenant des ambassadeurs du dialogue en famille autour de l'enjeu de société qui pourrait un jour toucher chaque famille. L'éducation au don d'organes, c'est aussi de faire prendre conscience de la valeur inestimable d'un corps en santé et de la responsabilité d'en prendre soin. Les jeunes qui deviennent vecteurs de saines habitudes de vie et comme l'école touche aussi les familles, elle a le pouvoir de transformer notre société. En somme, chaîne de vie qui mise sur l'éducation et notre jeunesse comme moteur d'action pour construire dès maintenant une véritable culture du don et de santé au Québec. Organisme de bienfaisance depuis 2017, chaîne de vie qui éduque les jeunes de 15 à 17 ans au don d'organes et de tissus, intégré au cours d'anglais du secondaire. Le programme qui est enseigné dans plus de 100 écoles dans 15 régions. Chef de file en matière d'éducation au don d'organes et de tissus en milieu scolaire. Chaîne de vie qui prépare les jeunes à devenir des acteurs de changement pour une société plus informée, altruiste et en santé. Et c'est le temps des grands dévoilements au Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, le CRDAT, les Carrefours Jeunesse-Emploi régionaux et le mouvement Multitude vous invitent à un 4 à 6 de partage, de vision et d'inspiration. C'est mercredi le 29 octobre. L'événement met en lumière 3 démarches citoyennes et participatives qui façonnent l'avenir de la région. Le dévoilement des résultats de la tournée Ma Voix compte 2025 par les Carrefour Jeunesse Emploi régionaux. La présentation des résultats de la tournée régionale 2024 Rêvons notre région par le CRDAT. Et la mise en valeur de la démarche citoyenne du mouvement Multitude, la rencontre qui a lieu à l'Atrium de l'UQAT en présentiel à Rwanda et aussi en visioconférence. Un premier mocktail et des bouchées seront offerts sur place. Et terminons en nous sucrant le bec un peu. On parle de cabane à sucre et du 19 octobre, qui est la 2e édition de la Journée nationale de l'érable au Québec. C'est pas juste au printemps qu'on en parle. Les arbres resplendissent de couleurs, vous le savez. Les érables, et il y a plusieurs acériculteurs et acéricultrices qui accueillent des visiteurs afin de découvrir le métier et les dessous de la production du sirop d'érable.
Cet or blond qui fait la fierté des Québécoises et Québécois. Et pour Luc Goulet, président des producteurs et productrices acéricoles du Québec, je le cite, « L'érable, c'est bien au-delà de la cabane à sucre au printemps. C'est un arbre majestueux et flamboyant. Cet automne, c'est notre emblème national, un produit de qualité exporté dans plus de 70 pays qu'on consomme 12 mois par année. Cette journée nationale de l'érable du 19 octobre qui permet de célébrer une tradition ancrée depuis plus d'un siècle dans notre culture et de rendre hommage au travail des 13 500 hommes, femmes qui œuvrent avec passion pour perpétuer notre histoire et offrir un produit au goût unique. Profitons de cette journée pour remercier nos 8400 entreprises acéricoles au Québec en achetant un produit d'érable et en essayant, pourquoi pas, une nouvelle recette qui marie l'érable aux délicieuses saveurs automnales. Le site Internet Érable du Québec est la destination pour les gourmands qui souhaitent cuisiner l'érable au quotidien. Notre monteur Israël qui va vous aider à faire vos recettes, il nous l'a promis. Le Québec qui assure en moyenne 72% de la production mondiale de sirop d'érable. Voilà, c'est ce qui complète nos actualités. D'autres nouvelles de votre région à venir, mercredi. Rejoignez-nous. Au revoir.